Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de définir ce que c'est les COJELTA. Les COJELTA, c'est le collectif des jeunes leaders du Tanganyika. Les COJELTA est un mouvement de jeunes qui travaille pour l'éveil de la conscience de la jeunesse et qui veut à ce que les jeunes soient autonomisés, de sorte qu'ils contribuent efficacement à la vie politique, la vie sociale, la vie économique de notre province en particulier et de notre pays de manière générale. Alors, pour revenir à votre question par rapport aux politiques publiques de manière générale du gouvernement provincial du Tanganyika, que dirige de main de maître son Excellence Zoé Kabila, je crois qu'il faut le dire déjà tout de suite ici, que lorsque vous faites un tour d'horizon de toutes les villes de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que toutes les infrastructures publiques sont vieillissantes, si pas obsolètes. Les grandes infrastructures, que vous soyez à Lubumbashi, vous soyez à Kinshasa, la capitale, que vous soyez à Goma, Bukavu, d'ailleurs, vous avez vu lors des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bukavu, il y a effectivement beaucoup de catastrophes qui s'en sont suivies et qui ont emporté avec elles les vies humaines. Et donc le tableau étant celui que nous venons de peindre, il devient impérieux aujourd'hui de songer à moderniser nos villes de manière générale. Toutes les villes, y compris la ville de Kalemi, qui est vétuste. Vous n'avez qu'à regarder la canalisation, les eaux qui sont charriées quand il pleut, parce que nous sommes dans une ville montagneuse. Elles viennent, n'est-ce pas, terminer leurs courses généralement dans les habitations, mettant ainsi la vie de beaucoup de Congolais, beaucoup de Calémiens en péril. Au regard de cette réalité, nous avons aujourd'hui une vision à la tête de la province qui veut que la ville soit modernisée. La modernisation a ses conséquences corollaires, notamment les démolitions. On doit démolir ce qui est vétuste, ce qui expose la population au danger, parce que regardez, même les raccordements électriques, ça pose problème également. La tuyauterie de la régie des eaux, ça pose problème. La canalisation, ça pose problème. Les routes, la plupart de nos avenues à Kalemi terminent en cul-de-sac. Et donc, il était impérieux qu'au XXIe siècle, que la ville de Kalemi, qui a une vocation touristique, soit modernisée, que nous ayons un réseau routier acceptable, de sorte que le jour que nous aurons un transport urbain organisé, moderne, que la population, n'est-ce pas, puisse se mouvoir en toute tranquillité. Je crois que c'est dans ce sens que nous, on comprend l'action que le gouvernement provincial est en train de mener. C'est ici l'occasion de dire que cette action salvatrice, c'est le moins que l'on puisse dire, est inversement interprétée. Il y a des gens qui dramatisent pour rien les démolitions parce que, comme on dit en français, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Ces démolitions sont en quelque sorte le prix à payer si on veut mettre notre ville aux standards acceptables, standards internationaux. Mais dans ce cas-là, on accuse souvent les gouvernements de les démolir, mais sans pour autant payer pour les dommages collatéraux. On a vu ça, les cas d'Idag, tout ça. On nous a promis un collecteur, mais jusque-là, rien ne bouge du côté collecteur. Là, il y a des notions de droit qui interviennent, voyez-vous. Lorsqu'on acquiert un lopin de terre, on doit se rassurer qu'on l'a bien acquis, qu'on a eu à suivre toute la procédure en la matière, à partir de la division technique, la division des cadastres et la division juridique qui est la division des titres immobiliers. Si quelqu'un a acquis son terrain en bonne et due forme, ça veut dire qu'il a respecté la procédure requise en la matière. Lorsque l'État veut démolir pour cette personne-là,
eh bien la loi exige qu'elles soient indemnisées. Mais lorsqu'on se retrouve dans une condition, dans une situation illégale, d'illégalité, on a occupé un terrain illégalement, eh bien la loi oblige que si l'on va démolir, qu'on ne vous indemnise pas parce que vous avez construit pour autrui. Le principe dit, c'est lui qui construit chez autrui, construit pour autrui. Et malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas seulement à Kalemi, c'est des cas qui sont légion à travers la République. Les gens se contentent de petits papiers, des petits papiers qu'ils ramassent à gauche, à droite, certains en dessous des arbres. Les agents de l'État se mettent là-bas, ils vous donnent un petit papier qui n'a rien à voir avec les contrats, qui n'a rien à voir avec le certificat d'enregistrement. Et bien vous vous contentez de ça, peut-être d'un petit document du chef de quartier, peut-être d'un chef coutumier, peut-être d'un agent qui vous dit qu'il travaille au cadastre. Vous avez ce petit papier là-bas et vous vous dites « Non, moi ça fait des années que j'habite ici ». Non, ça veut dire que nous avons ces problèmes. La population est parfois victime de l'élite congolaise. L'élite ne facilite pas la tâche à la population pour expliquer les méandres d'acquisition d'un terrain. Et donc, ne pas indemniser n'importe qui, pas quiconque détient un terrain, il doit être indemnisé. Non, on indemnise que ceux qui sont en ordre avec l'État. Vous devez être en ordre avec l'État pour vous attendre à une certaine indemnisation. Parce que cette fois-là, vous êtes un locataire reconnu par l'État. Il faut ici que je le dise, l'État est notre bailleur. Parce que de par la loi Bakajika qui dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, et donc ça nous met dans une position de locatariat. Lorsque vous avez acquis un terrain, l'État, votre bailleur, doit vous donner les documents. Il doit vous donner le premier document usuel juste après la demande des terres, c'est le certificat, c'est les contrats de location. C'est comme ça que ça s'appelle, contrat de location. Parce que vous avez loué votre, le petit lopin de terre là, vous le louez à l'État. Ces documents ont une durée généralement de 3 ans si je ne m'abuse pas. Durée de 3 ans. Vous avez terminé, vous avez mis une mise en valeur, vous avez construit. Vous devez maintenant avoir le certificat d'enregistrement qui certifie, comme ça s'appelle certificat, ça certifie que monsieur est effectivement locataire de l'État ici. Et ces documents aussi ont une durée, je crois, de 99 ans, je crois si je ne me trompe pas. Et donc, ça sont des petites notions que la division de cadastre ou habitat et les autres services de l'État devraient normalement vulgariser pour que la population ne puisse pas être induite en erreur. Parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent bien sûr du fait qu'on démolit, on doit être indemnisé, on n'est pas indemnisé, mais on ne peut pas être indemnisé si l'on n'a pas acquis en bonne et due forme. Si vous habitez sur un terrain sans document, vous êtes considéré comme quelqu'un qui est illégal, au fait. Et donc, c'est ça qu'il faut dire. Ceux qui sont en ordre, je pense, le gouvernement provincial n'est pas composé de sadiques. Ce sont des gens qui sont des parents, ils ont peut-être eux aussi des terrains là-bas. Certains membres du gouvernement ont leur terrain là-bas. Je crois qu'eux, ils savent qu'à un certain niveau, pour ceux qui sont en ordre avec l'État, ils doivent être indemnisés. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas un droit. La loi foncière est claire là-dessus. Vous avez construit chez autrui sans document, eh bien sachez que vous avez construit pour autrui. Et pour vous déguerpir de là, l'État n'est pas obligé à vous indemniser. Bref, il faudra une petite pédagogie. Tout à fait. C'est l'une des missions que les collectifs des jeunes leaders se donnent, de vulgariser un certain nombre d'arsenals juridiques, surtout les lois. Vous avez aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un toit. Il a besoin de mettre, d'avoir un lieu où il va mettre sa tête. Tout le monde a besoin de ça. Voilà. Et donc la question d'habitation, c'est une question sociale. Tout le monde a besoin d'un terrain. Quand on travaille d'arrache-pied, on a gagné un peu. On voudrait bien construire. Ça, c'est normal. Et les gens qui ont acquis des terrains avec beaucoup de sacrifices, au coût de beaucoup de sacrifices. Et donc, quand quelqu'un qui a acquis son terrain avec beaucoup de sacrifices doit voir sa maison démolie, eh bien, je sais que ça n'arrange pas, ça ne fait pas du bien. Mais on ne peut pas encourager cette clandestinité. Beaucoup de gens habitent, construisent tout en étant clandestins vis-à-vis de l'État. L'État n'est pas informé qu'ils habitent là-bas.
Et quand l'État vient pour des travaux d'intérêt public, eh bien, vous en sortez victime. Ouais, tout simplement parce que vous n'avez pas suivi la procédure exigée pour acquérir un terrain. Mais ceux qui l'ont suivi, moi je dis ici au regard de la loi, ceux qui ont suivi la procédure par rapport à la loi, qui sont en ordre, qui détiennent ne serait-ce que les certificats, non, enfin les contrats de location, je crois que l'État est dans l'obligation de les indemniser si et seulement si ils sont touchés. Bon, le collectif des jeunes leaders ne soutient pas que le FCC. Le collectif des jeunes leaders soutient les institutions de la République. Nous ne voulons pas nous placer en marge de la loi ni de la Constitution de la République. Nous soutenons le président de la République, nous soutenons les institutions de la République, nous soutenons la légalité. Nous sommes du côté de la légalité. Il y a aujourd'hui ces réalités entre FCC et Cash, une espèce de rivalité. Je crois que c'est inhérent, si je dois paraphraser le chef de l'État, qu'il avait dit lors de son passage à Brazzaville, il a dit que c'était inhérent, n'est-ce pas, à la jeunesse de notre pays. Parce que c'est la première fois que nous vivons cette alternance. C'est la première fois que nous avons en même temps deux présidents, un sortant, vivant, et un entrant en exercice. Et donc je crois que ce n'est pas très facile que l'on puisse bien vivre ça. C'est pas facile du tout. Il y a des couacs qui sont inhérents à la nature, à cet état des choses, surtout aux gens qui ont été belligérants ou dans des camps opposés depuis de longues années. Vous savez que l'UDPS, par exemple, qui est le parti phare du Cash, est dans l'opposition depuis plus de 38 ans aujourd'hui. Voyez-vous, c'est un parti qui a milité longtemps dans l'opposition contre le PPRD, le parti phare du Front commun pour le Congo, qui lui était au pouvoir depuis plus de 17 ans, près de 18 ans. Oui, déjà vous parlez de couacs. Comment faire pour éviter donc, ces couacs-là? Je crois que ces couacs, pour les éviter, les hommes qui sont au pouvoir doivent revêtir la soutane d'hommes d'État. C'est ici l'occasion pour les uns et les autres d'être des véritables hommes d'État, des hommes esclaves de l'intérêt public. Parce que nous, comme jeunesse de la province du Tanganyika, ce dont nous avons besoin, c'est de voir cette coalition prospérer. Parce que nous sommes des faiseurs de l'histoire. Nous vivons l'histoire dans le présent. Notre génération est heureuse. C'est comme Siméon. C'est que Siméon avait dit qu'il était heureux de voir la naissance du Christ et qu'il avait finalement demandé à Dieu de partir dans la paix. Parce que la plupart des gens de sa génération attendaient la naissance du Christ, mais ils ne l'ont pas vécu, ils ne l'ont pas vu. Siméon avait cette chance. La chance que nous avons, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous venons de vivre l'inédit. C'est que nos parents n'ont pas vécu. Ils l'ont voulu, mais ils ne l'ont pas vécu. Joseph Kabila nous a offert la chance de voir ce que c'est la passation. Ce que l'on voyait se produire à Paris, à Washington, un peu partout, en Tanzanie, pour citer quelques pays africains. Nous voyons ça, cette passation. Mais chez nous, c'est une passation particulière. Parce que, contrairement à la Tanzanie que je venais de citer, chez nous, c'est un pouvoir qui quitte la majorité, qui va vers l'opposition. Voyez-vous, deux frères opposés pendant de longues années, mais qui, par la force de la nature, par la grandeur de leurs états d'âme, ont accepté finalement de composer pour le bien de notre peuple. Je crois que cet esprit qui les a animés déjà au début, à l'issue, n'est-ce pas, des élections de 2018, ne doit pas quitter en fait, leur camp. Il faut que ce même esprit patriotique puisse les animer. Mais il faut également l'insuffler, il faut insuffler cet esprit dans les animateurs de deux camps, les animateurs du Cash et les animateurs du FCC, de sorte que l'on ne puisse pas verser dans les élans revanchards. Parce que c'est ça que nous craignons. Nous sommes en train de constater comme si il y a un démon de revanche, qui commence à s'installer dans notre pays pour soit sanctionner les uns au détriment des autres, soit défier les uns
contre les autres. Je crois que cet esprit risque de reculer notre pays. Oui. Je vais vous dire ici, dans notre province, ici dans le Tanganyika, moi quand j'échange avec des gens qui sont chez moi, par exemple à Makutano, dans le territoire de Kongolo, vous avez des enseignants qui vous touchent encore 3000 francs. Voyez-vous, 3000 francs dans ces écoles périphériques là-bas, ils n'ont même pas de livres, tout ça, ils enseignent avec des anciens cahiers, leurs propres cahiers qu'on appelle, je crois que ceux qui sont des Makutano qui vont suivre cette émission vont se rappeler de ces mots, on appelle ça Koubou là-bas. Et ça continue. Les enfants continuent à aller cultiver pour les enseignants. Voyez-vous, il y a 2 jours de travaux manuels où nos enfants font un travail difficile. Et tout ça, c'est que les peuples ne s'est pas encore retrouvé. Et donc, il faut que l'on puisse transcender les égos pour que même ceux qui sont dans nos villages puissent sentir la beauté de la démocratie. Parce que la démocratie ne doit pas se limiter au niveau des élections. Il faut qu'elle produise les effets qui vont aller jusque dans la casserole, n'est-ce pas, de cette femme ménagère qui est à Kassenzi, à Makutano et même à Kafiyi ou pourquoi pas à Kayanza. Toutes ces femmes doivent sentir, n'est-ce pas, les effets de la démocratie. Si la démocratie doit se limiter au niveau d'organiser des élections, alors cette fois-là, ça ne servira à rien. Voilà, en province, Zové Kabila, puisqu'on en est là, et sous le fait des critiques, maintenant, par exemple, l'IDPS, Kongolo souhaiterait que Zové Kabila jette l'éponge, démissionne. Est-ce que vraiment, Zové Kabila, il faudra qu'il démissionne selon Kojeta? Bon, je crois que nous devons d'abord circonscrire le contexte dans lequel nous sommes. C'est quoi le contexte aujourd'hui pour que nous puissions nous permettre un tel risque? Regardons autour de nous les provinces qui sont autour de nous, nos provinces voisines. Nous sommes dans quel contexte? Le Grand Katanga, nous sommes dans quel contexte? Voilà, ce qu'on lui reproche à Zové Kabila, c'est l'insécurité exagérée, bon, entre guillemets exagérée au niveau des Nyunzu. Les travaux du pont Lolaba qui ne terminent jamais, c'est tout ce qui est un peu reproché à Zové Kabila. C'est ça que je vous disais, que nous devrions d'abord regarder autour de nous. Nous avons, je prends ici l'exemple de la province du Haut-Lomami, qui jusqu'à présent n'a pas de gouverneur depuis le découpage. Hein. Rappelez-vous que tous les gouverneurs qui viennent ne font pas 2 ans. Sitôt arrivé, sitôt parti. Sitôt arrivé, sitôt parti. Sitôt arrivé, sitôt parti. Les Bayemba disent que chaque fois que vous avez votre feu et que ça fume, il y a de la fumée qui sort, et vous dites, ça, cette brindille ici dégage de la fumée, vous l'ôtez, vous jetez de côté. Non, celle-ci aussi dégage de la fumée, vous l'ôtez, vous jetez de côté. C'est quoi la conséquence? C'est que le feu va s'éteindre. Ça sera ça. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas combattre l'insécurité par la démission. C'est empirique comme raisonnement. On trouve qu'il est incompétent de terminer tout ça. C'est encore grave comme déclaration. Quand on sait que si vous faites passer votre micro-baladeur ici à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, posez la question, il y a une année, c'est que c'était la ville. Je crois que le Kalémiard qui va écouter ça ne va pas donner beaucoup de crédit, n'est-ce pas, à ces gens de l'UDPS Kibasa qui cherchent tout simplement un positionnement politique. C'est ça, au fait, le malheur de certains partis politiques. Parce qu'au pays ici, au lieu que les gens passent leur temps à former les militants, parce que la formation des militants, c'est aussi une mission dévolue aux partis politiques. Les partis doivent être là pour conquérir le pouvoir, bien entendu, pour former aussi leurs militants au civisme citoyen, pour former leurs militants au patriotisme, pour former leurs militants à la gestion de la chose publique. Quand on gère, quand on met des responsables dans les structures de partis, je crois qu'ils ne se permettent pas de faire ce genre de déclarations tapageuses qui sont justement, n'est-ce pas, faites tout simplement pour assouvir un certain nombre de soifs politiques. Je crois que ce n'est pas le débat aujourd'hui. La compétence du gouverneur doit s'évaluer par rapport aux objectifs qui s'est assigné lors de la campagne de la gouvernatoriale, lors des élections de gouverneurs. Qu'est-ce qu'il s'était dit? Qu'est-ce qu'il fait? Nous allons l'évaluer par rapport à ça, pour considérer s'il est compétent, s'il ne l'est pas, par rapport à son projet de société. Le gouverneur Zové Kabila nous avait promis qu'il mettrait fin à l'insécurité à Kalemi. C'est chose faite aujourd'hui. Je crois que de ce point de vue, nous n'allons pas dire qu'il est incompétent. Le gouverneur Zové Kabila a quitté Kalemi ici, il est allé à Nyunzu, jusque dans les villages où il y a eu, il est
pratiquement entré au cœur de l'insécurité dans les territoires de Nyunzu. Voilà, et depuis qu'il y était parti et revenu, je crois que la province, le territoire de Nyunzu est calme. Alors, sur base de quoi ses frères vont dire qu'il est incompétent? Quand on sait, quand vous regardez ici, au niveau du port de Kalemi, vous êtes journaliste, passez-y, vous verrez qu'il y avait une prolifération des services de l'État qui tracassaient la population. Les recettes de la province se volatilisaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je crois que les amis qui sont à la DGRTAN vont vous le dire. Je crois qu'à ce niveau-là, je trouve que la sortie médiatique de nos frères de l'UDPS était tout simplement pour amuser la galerie et de nature à vouloir que la province puisse reculer. Pour développer, on a besoin du temps, on a besoin de mettre en place des structures solides. Si les structures ne sont pas solides, si les institutions au niveau de la province ne sont pas solides, on ne peut pas s'attendre à un développement, parce que le développement c'est l'idéal à atteindre. Ce n'est pas par un bouton magique qu'on devient développé, il faut travailler, c'est un travail de longue haleine. Je crois que l'UDPS Kibasa, les animateurs de l'UDPS, ce qu'ils feraient, c'est d'apporter de l'eau au moulin, c'est de contribuer pour la construction de notre province, c'est de contribuer pour l'éradication complète de l'insécurité. Même si aujourd'hui, on a réduit sensiblement l'insécurité, mais il faut que chacun de nous mette du sien pour que la province soit totalement pacifiée et que cela puisse profiter, n'est-ce pas, à booster le développement de la province. Je crois que c'est ça que nous pouvons, nous, comme Cogeltat. Il y a une frange, une partie de la population, au sein de l'opinion publique, qui pense que cette partie-là doit la sécurité, le calme de Kalemi à Gabriel Kumba Amesi. Parce que d'après elle, c'est grâce à Gabriel que la sécurité a été instaurée. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Je suis un homme avisé. Je ne voudrais pas tomber dans ces polémiques de bas étage. Je considère ça comme des polémiques de bas étage. C'est qui qu'on veut opposer? On veut opposer le gouverneur au général Kumba, que je félicite d'ailleurs en passant pour son élévation. Je crois que si c'est le général Kumba qui a contribué pour que le Tanganyika soit pacifié, il n'a fait que son travail. Les forces armées de la République sont là pour veiller à l'intégralité de nos frontières et la police comme l'armée, surtout la police, veille aussi à la sécurité de personnes et de leurs biens. Si le général a apporté un coup de main au gouverneur de province, qui est le chef de l'entité province du Tanganyika, je ne vois pas de problème. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Ce sont deux hommes qui sont au service de notre nation. Je crois que nous devrions les féliciter au lieu de chercher à les opposer inutilement. Que ce soit Kumba, que ce soit le gouverneur Zoé Kabila, ils sont hommes d'État au service de notre nation, au service de notre pays. Je crois que si c'est eux qui ont fait que la province soit calme, nous ne pouvons qu'acclamer et dire que voilà, ils font bien leur travail. Est-ce que vous pensez que le ministre des Transports, il est défaillant dans son job? Non, bon, d'abord, pourquoi on va aller directement? On a un accident à Kitoukou ou sur la route Lubumbashi, c'est tout de suite le ministre qui est pointé du doigt. Je ne comprends pas ces raisonnements, ces raccordements frauduleux. Hein? Je considère ça comme un raccordement frauduleux. On peut renchérir. Il y en a qui pensent que on ne fait pas ils n'exigent pas, autrement dit, ils n'exigent pas les contrôles des véhicules parce que les véhicules sont vétustes, tout ça. Le ministre, c'est un concepteur. Il n'est pas gestionnaire du secteur. Il y a plusieurs maillons qui interviennent dans les domaines de transport, pour être précis. Nous avons la division de transport, qui est la division, qui est les conseils techniques du ministre. Il n'est pas forcément du ministre des Transports. Oui, c'est d'abord, cette division-là fait office de conseiller technique du ministre provincial de transport. C'est au niveau de la division que l'on conçoit, n'est-ce pas, comment on gère les transports au niveau de la province. Et le ministre, qui est un personnel politique, lui insuffle la vision politique de l'autorité provinciale dans les domaines de transport. Je ne vois pas à quel niveau il y a déjà sa responsabilité. Dès lors que nous savons aussi, au niveau de la route, il y a aussi un certain nombre de services qui sont commis, la SECO, la PCR qui veille sur la circulation routière, il y a l'organisation même des chauffeurs, ainsi de suite. C'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte.
Si nous devons, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger, et à tous les niveaux, pas seulement au niveau du ministère, même au niveau du comportement même des clients, des voyageurs, de la population que nous sommes. Voyez-vous, lorsque moi je dois aller à Lubumbashi, je ne peux pas, comme si je suis branché au courant, aller me mettre dans un camion en état incertain, voyez-vous. Je crois que nous devons, nous aussi, comme leaders d'opinion, sensibiliser la population, de sorte que nous puissions nous-mêmes prendre en considération notre propre vie avant de la confier à qui que ce soit. C'est parce que c'est ma vie d'abord. Moi, je dois voyager, je dois m'assurer que l'engin qui m'amène est en bon état. Je dois m'assurer que les moyens que je prends, il est viable. Je dois m'assurer de ça. Oui. Ensuite, maintenant, la responsabilité de l'État et des autres services est de veiller à ce que les engins qui transportent les gens sont en bon état, répondent aux normes exigées par l'État. Si ces engins ne sont pas en ordre, eh bien c'est à l'État de les contraindre, de les soumettre au contrôle en cas de véhicule pour que la population ne puisse pas, n'est-ce pas, tomber dans les pièges de tous ces chauffeurs véreux qui ne visent que l'argent et qui exposent les gens, n'est-ce pas, à la mort. Et tous les services, la PCR, doit veiller également parce que c'est elle qui est là pour la circulation routière. Elle doit voir c'est quoi l'engin qui est sur la route, que ce soit la moto, que ce soit le véhicule, que ce soit le vélo, que ce soit les bateaux, ainsi de suite. Il y a toujours un arsenal de services qui veille à tout ça. C'est que, en fait, la classe sociale, la classe politique est en crise de civisme. Nous tous, nous avons des problèmes de civisme. Parce que moi, si je suis conscient que mon véhicule n'est pas en bon état, bien que j'ai besoin d'argent, si je suis chauffeur, je ne peux pas accepter d'exposer mes compatriotes. Voyez-vous, c'est que nous-mêmes aussi, nous avons des problèmes. Nous, chauffeurs, nous, propriétaires de véhicules, nous qui sommes sur la route, c'est que les gens n'ont pas l'enseignement. C'est que la culture, la conscience est très loin des gens. Et la culture, là, c'est l'État qui doit l'inculquer dans la population. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est un travail de tous. Parce que l'État, c'est vous et moi. C'est tout le monde. Ah, donc nous avons des animateurs. En cas d'accident, si nous devons parler en des termes on ne peut plus clairs, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont très partagées. C'est qu'il nous appartient, nous aussi, d'être consciencieux, messieurs. Lorsque vous avez votre véhicule qui transporte les gens, qui vous fait vivre, mais vous devez veiller à son entretien. Parce que vous devez savoir que les gens que vous prenez là, ce ne sont pas des cobayes. Ce ne sont pas des gens qui vont à l'abattoir. Ce sont des gens qui ont des familles qu'il faut préserver, ainsi de suite. C'est que la conscience doit être prêchée. Ce que moi je plains, c'est que dans certains services, comme la Sainte-Père et tout ça, qui sont là, la Sainte-Père qui est là pour vulgariser, n'est-ce pas, le code de la route, veiller à son application, ainsi de suite. Il y a cette défaillance-là. Au niveau national, nous avons des problèmes de vulgarisation des lois, des textes, ainsi de suite. Nous avons aussi des problèmes de lecture. Nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Nous aussi. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui passent la plupart du temps, n'est-ce pas, sur les téléphones, soit en train de suivre un film ou à la maison avec les nouvelles chaînes ici qui mettent les films du matin au soir. On n'a pas le temps de fouiner, de lire, de voir ce qui est dit, ce que la loi dit, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle interdit, ce qu'elle n'interdit pas. On n'a pas tout ça. C'est comme ça qu'on subit, n'est-ce pas, les effets de l'ignorance. Oui, en tant que jeune, un jeune cultivé, intelligent, tout ça, si vous avez un conseil à donner au ministre des Transports, ça serait lequel? Ça serait d'être un peu plus rigoureux, de veiller à ce que la vision de l'autorité provinciale qui veut que la province et la population puissent bien vivre soit bien vulgarisée. Que le ministre puisse veiller à ce que les services techniques, division de transport, Sainte-Père, ainsi de suite, fassent correctement leur travail. Ouais. Parce qu'il en va de l'intérêt de la province, il en va de l'intérêt de la population, les souverains primaires. Les peuples congolais, le peuple du Tanganyika a besoin de se sentir sécurisé. Comme il dort aujourd'hui tranquillement la nuit, il faut que sur la route, qu'il se sente également sécurisé. Il ne faudrait pas qu'il a échappé à la mort la nuit par les bandits, mais
qu'il rencontre la mort sur la route lorsqu'il est en train de vaquer à ses préoccupations quotidiennes. Ça, ce n'est pas correct. Je crois que le travail ministériel est en réseau. C'est beaucoup de ministères tous les ministres s'interconnectent. Il y a le ministre de l'Environnement, le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, le ministre des Infra, parce qu'il faut veiller à tout ça. Les engins qui sont sur la route. Parfois, les accidents sont causés par le mauvais état de route. Et aussi des routes qui ne sont pas en bon état. Tout ça, il faut que l'on veille à tout ça, de sorte que le Tanganyika puisse aller de l'avant. C'est ça notre concept. Voilà, nous allons rentrer un peu. Ça nous ramène le 13 juillet. Il y a eu manifestation de la MOCA contre l'entérinement de Malonde en tant que président de la CENI. Aussi les propositions de loi, parce que les lois sont au nombre de 3. Les propositions de loi de Minako et Sakata qui a été contestées par l'opposition, la MOCA justement, et on accuse Kojelta, votre collectif, de s'être illustré en tapeur des journalistes et des jeunes manifestants. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, je comprends, on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Vous êtes un arbre qui porte des fruits. Nous avons beaucoup de fruits parce que nous sommes venus policer pratiquement le domaine de la jeunesse dans notre province. Nous l'avons recadré et aujourd'hui nous faisons la référence parce que grâce au Kojelta, au dynamisme du Kojelta, la plupart des structures des jeunes qui étaient dormantes se sont réveillées. Et on vous appelle les dialéloïstes. Peu importe, parce que ça ce sont des raccordements des gens qui n'ont pas d'arguments à nous opposer. Voyez-vous, quand on n'a pas d'arguments à nous opposer, on verse facilement dans la péjoration, dans l'injure, ainsi de suite. Le collectif des jeunes leaders du Tanganyika n'a aucun pouvoir pour empêcher une manifestation, surtout d'une formation politique. Vous venez de dire que nous étions le 13 juillet. Le 13 juillet, nous étions en plein état d'urgence. Parce que l'état des droits, c'est quoi? C'est aussi le respect. C'est d'ailleurs pas aussi, c'est surtout le respect de la loi. La Constitution de la République donne au chef de l'État le pouvoir de décréter l'état d'urgence ou l'état de siège selon les cas. Ici, comme nous sommes pendant la pandémie à coronavirus, le président de la République, à qui nous avons donné mandat, vous et moi de Kojelta et les autres de la MOCA, notre seul garant aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lui avons donné confiance pour nous diriger. Il nous dit, écoutez, je décrète l'état d'urgence. L'état des droits veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons respecter ce que le président de la République a dit. Aller à l'encontre de ça, sous prétexte que la liberté de manifester est garantie, c'est violer la Constitution, tout simplement. Et c'est consacrer l'anarchie. Et nous, Kojelta, nous ne pouvons pas cautionner l'anarchie. Alors il lui appartient de jouer la police du respect de... On nous accuse d'avoir empêché. Par quel moyen? Parce que nous, on n'a pas de police, on n'a pas d'armée, on n'a rien. Nous allons empêcher avec quoi? Nous l'avons empêché avec quoi? La musculature, les Quelle musculature? Est-ce qu'on peut nous brandir des preuves matérielles que le Kojelta avait, n'est-ce pas, empêché tel à manifester? Je crois que nous prêchons pour la paix, la démocratie, le respect de l'autorité. Nous devons respecter. La jeunesse doit savoir respecter l'autorité. Les formations politiques ne sont pas au-dessus de la loi. Les formations politiques sont soumises à la loi. Qui que vous soyez du FCC, vous avez vu, le FCC n'a pas manifesté pendant l'état d'urgence. Parce que les manifestations publiques étaient interdites. Parce que les manifestations sont interdites. Vous dites non, nous parce que nous sommes la MOCA, nous sommes je ne sais pas quoi, nous allons seulement manifester. C'est que vous êtes un hors-la-loi. C'est ça ce que ça signifie. Vous êtes un hors-la-loi. Et quand on est hors-la-loi, on doit subir la rigueur de la loi. Voyez-vous, les amis de la MOCA qui voulaient défier le chef de l'État se sont heurtés à l'interdiction de l'État. Oui, les gouvernements. Et la province a fait son travail. Les gouvernements n'a-t-il pas défié le chef de l'État lors de l'essai du bateau Amani qui a réuni plus de 100... Je crois que nous parlons français. Hein. Oui, bien sûr. Nous parlons français. Je ne me rappelle pas que le bateau Amani ait fait une manifestation publique. Qui a réuni quand même du monde. Entre nous soit dit.
Mais les gens sont allés par curiosité au bateau. Ils sont allés par curiosité. Ils sont arrivés. Et d'ailleurs, ça ne fait... Vous savez, quand on est intellectuel, réfléchir comme ça par l'absurde, c'est ça qui rabaisse l'intelligence congolaise. Parce que nous passons beaucoup plus de temps à nous occuper des futilités que des choses qui sont utiles à la construction de notre nation. Est-ce que nous avions besoin de manifester pendant l'état d'urgence? Alors que nous savons que nos hôpitaux ici ne sont pas très équipés pour soigner les cas de coronavirus au cas où ça nous arrivait. Voyez-vous, nous n'avons pas. Déjà, vous voyez comment est-ce que ça tue. À Kinshasa, on n'a pas de morts, à Lubumbashi, ainsi de suite. Je crois que la conscience voudrait que l'on puisse, pour le moins, si on est vraiment homme d'État, on a le souci de sa population, interdire tous les mouvements, observer les gestes barrières, la distanciation, ainsi de suite. On ne devrait pas être là à faire des comparaisons absurdes. Non, parce qu'on a vu les gens au bateau, et par conséquent, nous, on doit marcher. Je dois vous dire ici que le bateau n'a pas gêné la circulation sur la ville. Est-ce que les gens qui étaient au bateau avaient gêné la circulation routière? Personne n'a gêné la circulation. Est-ce que les gens qui étaient au bateau avaient occasionné des casses dans la ville? Ils n'ont pas occasionné des casses dans la ville. Est-ce que les gens qui étaient au bateau avaient empêché les autres de travailler? La réponse est non. Et lorsque vous devez manifester publiquement, c'est que vous allez enfreindre les libertés des autres. Nous l'avons vu à Lubumbashi, nous l'avons vu à Kinshasa, les manifestations des politiciens, surtout de Cash, de l'UDPS, je veux dire ici, de la Mouka, ainsi de suite, ça gêne la circulation publique. Je crois que c'est en cela que cela a péché et a violé. Nous prêchons pour la légalité. Le président de la République, chef de l'État, avait interdit, et donc nous devrions observer cette interdiction du chef de l'État. Si on se veut républicain, on ne peut pas être acteur politique et défier l'autorité publique. Les collectifs de jeunes leaders est contre ceux qui pensent qu'ils peuvent défier l'État. On ne peut pas défier l'État. On doit respecter la personne du chef de l'État. C'est l'unique dans notre pays qui se confond à une institution. Le président de la République. Bon, quand vous êtes contre quelque chose... Quand le chef de l'État parle, messieurs, il engage tous les Congolais que nous sommes. Nous devons être sérieux, on doit être consciencieux là-dessus. Et voilà, qu'est-ce qui se passe avec les autres groupes de jeunes du côté relationnel? Comment ça se passe pour le État? Ça se passe bien, ça se passe bien. Vous savez, c'est des chocs des idées qui jaillit la lumière. Nous sommes dans une certaine diversité. Notre constitution prévoit le multipartisme associatif, comme il y a le multipartisme politique. Il y a beaucoup de partis politiques. Nous sommes presque le seul pays dans la sous-région ici qui ait un nombre de partis proportionnel au nombre de tribus. Voyez-vous, nous avons à peu près 400 dialectes. Et si vous regardez, dans notre échiquier national, nous avons plus de 300 partis politiques. Donc, plus de 500 partis politiques. Ça veut dire que chaque tribu a au moins un parti dans notre pays. Et ça ne gêne pas. Est-ce que ça vous gêne? Non, visiblement... Ça ne gêne pas. Pourquoi est-ce que les mouvements des jeunes seraient à sens unique? Pourquoi on veut que tous les jeunes puissent dire « Ah » Non. Je crois que nous devons avoir cette diversité d'idées, mais l'essentiel, c'est que nous puissions converger sur le fait que tous, nous devons contribuer à la construction du vivre ensemble. Voyez-vous, tous, nous devons contribuer à la construction de notre tissu économique. Nous devons contribuer à la construction de notre tissu politique au niveau de la province. Tous, nous devons nous inscrire dans la logique du développement de la province. Peu importe le point de vue de chacun de nous. On ne peut pas exiger, parce que la démocratie, ce n'est pas un rond-point à sens giratoire obligatoire. Non, c'est un boulevard où il y a beaucoup d'allées, de retours, et les gens, ils sont libres d'émettre leur point de vue dès lors que ceux-ci respectent la loi, respectent les libertés de l'autre et contribuent, n'est-ce pas, à la construction de la conscience nationale, de la conscience provinciale. Et je crois que dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Oui, je pose ma question autrement. C'est quoi concrètement le vrai problème entre les jeunes au Tanganyika? Parce que les relations sont tendues. Bon, je ne sais pas, vous vous basez sur quel élément pour dire que les relations sont tendues? Il y en a qui disent que eux sont considérés comme étant des parvenus, des gens qui sont venus d'ailleurs. Il y en a qui se disent être vraiment les originaires du Tanganyika, les Tanganiki, à proprement parler au sens strict. Au sens strict. Bon, ces débats
en fait, ne nous avance pas du point de vue démocratique et du point de vue du développement. Je ne me vois pas verser dans ces débats de caniveau, en fait, entre originaires, non originaires, dès lors que la Constitution de la République, notre loi fondamentale, résout ces problèmes. C'est un débat de caniveau. C'est un débat de caniveau. À l'article 13 de la Constitution, il est dit expressis verbis que tous les Congolais sont libres d'élire domicile où ils veulent, d'y travailler dans le respect des lois de la République. C'est que moi, Joseph Mulunda, qui suis originaire du Tanganyika, j'ai mon domicile à Lubumbashi. J'ai ma maison à Lubumbashi. Je peux vivre à Kinshasa, je peux vivre à Goma, je peux vivre à Bukavu. Mais dans le respect de la loi, des mœurs, n'est-ce pas, sans énerver les dispositions légales. C'est que je ne peux pas me décider de vivre à Bukavu, de vivre à Lubumbashi, de vivre à Kinshasa, et sitôt arrivé à Lubumbashi, à Kinshasa, je commence à me comporter comme un potentat, voyez-vous. Je commence à me comporter comme un roi télé, comme si je suis arrivé dans un magasin de porcelaine et que moi je suis un éléphant, j'écrase tout. Non, la République, c'est aussi le respect de l'autre, voyez-vous. C'est aussi le respect des autorités locales. C'est aussi le respect de ce que vous trouvez sur place. Quand je quitte chez moi au Tanganyika, je vais à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, je vis comme tout Congolais parce que la loi me garantit cette liberté, mais la loi ne m'autorise pas de défier les Hauts-Katangais que je trouvais. Dans les Kogeta, c'est seulement les Tanganiquais. Non, ce n'est pas seulement les Tanganiquais. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a tout le monde. Donc Kogeta n'est pas tribaliste. Le Kogeta n'est pas tribaliste. Jamais tribaliste. Il n'a rien à voir avec le... Le tribalisme, c'est un vice. Le tribalisme, c'est un vice que nous combattons. Je viens de vous dire ici que l'article 13 de la Constitution donne à chaque Congolais la liberté, le droit même de vivre partout sur le territoire, de mettre son domicile, d'y vivre, de travailler sans faire l'objet d'une quelconque restriction. Voyez-vous. Et le Kogeta ne peut pas aller à l'encontre de cela. J'ai dit ici que quand je vis à Lubumbashi, je vis à Kinshasa, je vis au Congo central, je dois respecter les autorités locales. Je dois respecter le peuple que j'ai trouvé là-bas. Je dois respecter les institutions locales. Je dois respecter les chefs coutumiers que j'ai trouvés là-bas. Je ne peux pas me transformer en donneur de leçons parce que la loi me dit, voilà, je peux vivre partout. Sitôt arrivé, moi, je deviens l'enseignant de ce que j'ai trouvé. Je crois que ça, vous savez que l'une des sources de droit, c'est la coutume. La coutume, c'est l'une des sources de droit. Et la coutume, nous, en Afrique, on nous dit toujours que le visiteur ne doit pas voir la lune. Nous sommes en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Les visiteurs ne doivent pas voir la lune. Le visiteur a un certain nombre de choses qui ne se permettent pas. Quand vous quittez chez vous, dans votre village, vous allez dans le village voisin, il y a des choses que vous ne vous permettez pas. Est-ce que vous pouvez être chef coutumier dans le village voisin? Bon, ceux-là qui viennent, ils ont des choses qui ne doivent pas se permettre. Tout à fait. Ça, c'est la loi. Les collectifs des gens leaders est heureux aujourd'hui de constater que la démocratie au Tanganyika, les mouvements des jeunes, s'est construit autrement. Nous avons une certaine conception dans ce sens où ce que nous faisons permet à ce que la jeunesse s'émeuve, puisse évoluer dans un environnement qui permet les échanges. Mais les échanges doivent rester au niveau des idées. Ils ne doivent pas aller jusqu'à se tirailler jusqu'aux muscles, ainsi de suite. Nous devons cultiver le vivre ensemble, de sorte que, à partir de la jeunesse, le Tanganyika puisse aller de l'avant. Joseph Mulunda, merci. À moi de vous remercier.